Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Caro Livre. Je suis ravie de vous retrouver après ces vacances qui ont été productives pour moi puisque je vais vous présenter 5 livres, donc on perd pas de temps, on y va. Le premier livre que je vais vous présenter, il s'agit de Feuillets de cuivre de Fabien Clavel aux éditions Libretto. À savoir que ce livre a été d'abord publié aux éditions ActuSF. Alors, c'est un livre que j'avais repéré chez une blogueuse, je ne sais plus qui. Et j'avais déjà lu en fait une des nouvelles, parce qu'on peut dire qu'il s'agit de nouvelles dans ce bouquin. Une des nouvelles qui met en scène donc l'inspecteur Ragon. On est à Paris au 19e siècle, dans un Paris alors populaire, crasseux. On va plutôt être du côté des maisons closes, du côté des expériences inquiétantes, du côté des escrocs, du côté des bandits. L'inspecteur Ragon, c'est un personnage extraordinaire, puisque c'est un personnage d'abord qui est obèse, mais littéralement obèse, très imposant par rapport à ses collègues, et c'est un personnage qui est érudit, puisqu'en fait toutes les enquêtes qu'il va devoir résoudre, il va se servir de sa mémoire livresque pour résoudre les crimes auxquels il est confronté. Alors c'est une succession en fait d'enquêtes, un peu sous forme de nouvelles. Mais ce qui est intéressant dans le bouquin de Fabien Clavel, c'est qu'en fait, finalement, toutes ces nouvelles, elles ont un lien les unes avec les autres et qu'elles forment un tout, notamment à la fin, dans les 2 dernières nouvelles, qui... Enfin, faut lire, voilà, pour comprendre de quoi il s'agit. Je peux pas vous en dire trop parce que je vous dévoilerai pas mal de choses. Donc, on va suivre cet inspecteur qui va résoudre les enquêtes d'une manière un peu spéciale. La première chose qu'il fait quand il arrive chez une victime ou chez un suspect présumé, il s'assoit dans un fauteuil, il contemple la bibliothèque et puis à partir de là, il tire certaines conséquences de ce qu'il voit autour de lui. C'est fin, c'est érudit, c'est brillant, ça fait la part belle à la littérature du 19e siècle, donc on va parler de Zola, on va parler de Jules Verne notamment, on va parler aussi des romans feuilletons, donc des romans qui étaient publiés sous forme de feuilletons dans les journaux de l'époque. Moi j'ai vraiment adoré. On fait une balade, je trouve, dans Paris, Paris sous la neige, Paris sous la pluie, les ruelles, les pavés de Paris. C'est un peu crasseux, mais j'ai adoré ce bouquin. Je vous laisse contempler la couverture qui est quand même magnifique. Et Fabien Clavel, vraiment, là, il nous offre un extraordinaire moment de lecture. Je vous le conseille véritablement. Ensuite, j'ai complètement changé de style avec un service presse, donc les éditions Presse de la Cité. Il s'agit du vieux qui voulait sauver le monde, de Jonas Jonasson. Alors, comment dire, c'est pas un tome 2, on peut le considérer comme un tome 2, quoique. En fait, c'est la suite du vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, que je n'ai pas lu. Je vous rassure, vous pouvez le lire, celui-ci, sans avoir lu le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. J'ai tout compris, hein. Donc, on comprend au début de ce bouquin que le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire s'appelle Alan, qu'il a dérobé une certaine somme d'argent, je ne sais pas comment, mais c'est pas très grave, et qu'il est avec son copain Julius à Bali, et ils font la fête. Et pour ses 101 ans, Alan veut un baptême en montgolfière. Donc les voilà, les deux qui montent dans une montgolfière avec du champagne, etc. Et par un concours de circonstances, la montgolfière va se détacher. Donc ils vont s'envoler dans le ciel, très très loin, au-dessus de la mer. Au bout d'un moment, bah forcément, il n'y a plus de carburant. Enfin, c'est pas du carburant, mais vous m'avez compris. La montgolfière tombe dans l'eau, donc ils manquent de se noyer, sauf qu'à ce moment-là, coup de bol, ou pas, un paquebot passe, enfin un gros bateau passe, qui les récupère. Sauf qu'il s'agit d'un bateau nord-coréen qui allait chercher de l'uranium enrichi en Afrique pour faire la bombe nucléaire. Alan, qui est un personnage atypique, très drôle, va se faire passer en fait pour un expert en nucléaire. Et donc va se faire recruter du coup par... ils vont pas se faire jeter par-dessus bord, hein, parce que c'est ce qui leur pendait d'étonner. Mais il va se faire recruter et emmener en Corée du Nord pour faire profiter de sa science les Coréens. Il leur arrive plein de trucs. Alors, moi au départ j'étais complètement sceptique, je me suis dit ce bouquin-là c'est pas pour moi, je vais... Voilà, je vais m'ennuyer, bref. Et en fait, je vous assure, je me suis marrée.
plusieurs fois. Alors, c'est sûr que c'est des gags. C'est des gags du style, je dirais presque bénil, pour ceux qui ont la référence, ou du style, y a-t-il un flic pour sauver, vous savez, le monde, voilà, tout ça. C'est grotesque, c'est caricatural, mais franchement, c'est super drôle. Alors, il lui arrive plein de trucs à Alan, avec son pote Julius, il leur arrive plein de choses. Ils rencontrent plein de dirigeants, notamment Donald Trump, qui est croqué par l'auteur, mais j'ai trouvé ça trop drôle, tellement c'est caricatural, mais en même temps c'est tellement ça, quand on voit ce qu'il fait sur Twitter, enfin il passe vraiment pour un abruti fini dans ce bouquin, et c'est vraiment jouissif. Il rencontre Angela Merkel, enfin, il y a des tas de personnages. C'est pas si potache que ça, parce que moi j'ai trouvé que derrière toutes les aventures rocambolesques du personnage, il y avait une réflexion politique qui n'était pas dénuée de sens, et je trouve que l'auteur il met le doigt sur pas mal de choses, notamment sur la question migratoire, même si c'est pas une réflexion poussée, mais je trouve que c'était vraiment intéressant de ce côté-là. Donc une lecture détente, qui m'a agréablement surprise, et vraiment je recommande parce que je me suis bien marrée. Ensuite, c'était Halloween, donc j'ai voulu me faire peur avec Phobia, donc recueil de nouvelles collectives. Recueil de nouvelles collectif, c'est mieux, aux éditions J'ai lu. Alors en plus vous l'achetez, vous faites une bonne action, puisque vous reversez des sous pour l'association Ella. Donc, moi j'aime bien le système des nouvelles, parce que là j'ai pu découvrir des auteurs que je ne connaissais pas. Donc dedans, vous avez Nicolas Beuglet, Jean-Luc Bizien, Armel Carbonel, Sonia Delzong, Damien Eleonori, Johanna Gustafsson, Nicolas Cor, je sais pas comment on prononce, Michael Coudero, Chris Loceus, Yann Manouk, Eric Maravelias, Maud Mailleras, Olivier Norek et Nico Takian. Donc 14 nouvelles en tout, qui sont toutes dédiées en fait donc à la phobie, comme son nom l'indique. Même si parfois c'est pas évident, je trouve, de trouver la phobie qui est décrite. Parfois c'est un petit peu détourné, bref, c'est pas grave. Bien sûr, alors j'ai trouvé que ça se tenait. Toutes les nouvelles se tiennent, elles sont toutes bien écrites. Bien sûr, il y en a que j'ai préférées aux autres. Celle que je recommande absolument, si vous avez ce bouquin, si vous l'avez lu, et si vous voulez le lire, moi celle que j'ai adorée, c'est la nouvelle de Sonia Delzong, qui s'appelle d'ailleurs Phobia. C'est une nouvelle apocalyptique, donc sur la fin du monde. J'ai trouvé ça génial. J'ai adoré aussi découvrir la plume de Damien Eleonori. Pour le coup, elle fait bien flipper, sa nouvelle, avec un tueur en série, il brouille les pistes à la fin, on ne sait pas vraiment qui est qui. Je trouvais que c'était vraiment intéressant. Celle de Yann Manouk, je vous la recommande aussi. C'est un dialogue en fait, mais c'est génial. Ça pourrait être carrément adapté au cinéma, tellement c'est drôle. À la façon des Tontons Flingueurs, c'est vraiment super. Bon, certaines nouvelles m'ont moins plu, notamment Nico Takian, finalement j'en attendais beaucoup, et elle est très courte sa nouvelle, et elle finit un peu en queue de poisson pour moi. Je recommande, c'est vraiment sympathique à lire, ça vous permet de découvrir de nouvelles plumes, et phobique des araignées, s'abstenir, parce que je crois qu'il y a 2 ou 3 nouvelles qui tournent autour des araignées, donc l'arachnophobie, et j'avoue que j'étais pas très à l'aise. Ensuite, j'ai lu le nouvel Amélie Nothomb qui s'intitule Les prénoms épicènes, donc c'est toujours chez Albin Michel comme d'habitude. Alors, voilà, c'est bof, que dire de plus. Donc en fait, on est dans les années 70, Claude aime Rennes, mais Rennes laisse tomber Claude parce qu'elle lui préfère Jean-Louis, qui a une bonne situation et qui va lui permettre de vivre à Paris. Et Claude se jure de se venger de Rennes. Et en fait, le bouquin, c'est toute sa vengeance. Comment est-ce qu'il va créer sa vengeance? Donc il va rencontrer une femme qui s'appelle Dominique. Oui, Dominique. D'où le titre, hein, les prénoms épicènes. Épicènes, en fait, ça veut dire que c'est les masculins et féminins. C'est les deux sexes. Avec laquelle il va avoir une petite fille. Donc c'est la vengeance de ce personnage. Alors voilà, c'est prévisible, on sent tout à fait les choses qui vont venir. Moi, comme d'habitude, là, comme les derniers Nothomb, je trouve que les personnages sont froids,
qu'on n'entre pas vraiment dans leur psychologie. Moi ça me gêne, j'ai pas l'impression qu'on aille au cœur des choses. Bon, en même temps c'est très court, hein, ça fait 160 pages, donc on peut pas aller non plus, même pas 155 pages, on peut pas aller non plus très loin. Alors le seul truc que je retiens quand même de ce bouquin, parce qu'il y a quand même des choses à sauver, c'est la fin du livre. Je trouve qu'il est à sauver, qui est intéressante, parce que pour une fois elle fait la part belle à l'amitié. Ça prend en fait une direction vers laquelle j'aurais pas pensé finalement. Donc je trouve que là, Amélie Nothomb, sur la fin, elle nous surprend. Mais bon, voilà, ça se vend parce que c'est du Amélie Nothomb et que ça fait vendre. Mais je suis pas convaincue. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu et que j'ai adoré et qui est un coup de cœur, c'est Les Loyautés de Delphine de Vigan aux éditions Jean-Claude Lattès. Alors je sais qu'il est sorti il y a un moment, hein, parce qu'il est sorti à la rentrée littéraire de janvier en fait 2018. Mais quelle claque en fait ce bouquin. Delphine de Vigan, ça confirme que c'est une très grande auteure et qu'elle est à l'aise dans tous les styles d'écriture, dans tous les rôles, et qu'elle est capable d'écrire sur tout et qu'elle connaît vraiment bien son sujet. Ici en fait on est avec 4 personnages, donc Mathis et Théo, qui sont collégiens, qui sont en 5e. Et on suit également la mère de Mathis, qui s'appelle Cécile. Et on suit Hélène, qui est professeure, donc qui est le prof en fait de Mathis et de Théo, elle est prof de VT. Et en fait Hélène, c'est une femme qui sent que Théo ne va pas bien. Elle le voit, elle sent, elle voit des signes sur cet enfant. Elle voit que cet enfant ne va pas bien. Et Hélène, elle est attentive, très attentive à Théo parce qu'elle-même, on le sait très vite, hein, je vous le dis pas, je vous révèle rien de spectaculaire ici, je vous spoil pas. C'est une enfant battue. Et donc en fait, elle voit en Théo ce qu'elle a vécu à l'école, elle voit les stigmates en fait qu'elle a vécu. Donc en fait, elle va essayer de se rapprocher de Théo pour essayer de creuser, pour savoir si c'est un enfant battu réellement ou s'il y a autre chose. Ça va la dépasser un peu parce qu'elle va prendre vraiment les choses à cœur. Elle va essayer de convoquer les parents, elle va essayer de se rendre chez les parents, etc. Elle découvre que Théo en fait est un enfant de divorcé. Donc on suit Hélène, on suit également Théo dans sa vie d'enfant de divorcé qui fait une semaine chez papa, une semaine chez maman. Je vous dis rien là-dessus parce qu'en fait c'est le nœud du problème, hein, le divorce entre les parents de Théo. On suit Mathis qui est le meilleur ami de Théo, qui voit que son copain va pas bien, mais par loyauté envers lui, va garder le silence, ne va rien dire. Et on suit Cécile qui est la mère de Mathis, qui elle aussi ne va pas bien et voit que son fils se part également de plus en plus à la dérive. Donc on suit ces 4 personnages. Ça monte en tension, ça monte crescendo. On sent que de toute façon ça va finir par un drame. C'est bouleversant parce qu'en fait on voit le personnage d'Hélène, cette prof qui essaie de tout faire pour sauver son élève et qui remue ciel et terre, hein. Elle va prévenir le principal, elle va prévenir les parents, elle va prévenir l'infirmière, elle va tout faire mais elle peut rien faire parce qu'elle est juste prof. Et que faire de plus? Si on n'a pas les parents de son côté, quand on est prof, on peut pas aller contre la volonté des gens. Elle sent qu'il va se passer quelque chose, elle a une bonne intuition. Voilà, par loyauté envers elle-même, envers ce qu'elle a vécu, elle va aller au-delà de son métier, au-delà de ce qu'elle est autorisée à faire d'ailleurs. Et c'est tout simplement bouleversant quoi, la fin elle est... alors j'ai lu que certains n'avaient pas aimé la fin, mais moi justement je trouve que la fin elle est belle. Enfin elle est belle, elle est dramatique mais elle nous laisse imaginer, parce que c'est une fin ouverte, elle nous laisse imaginer à nous lecteurs le meilleur comme le pire. C'est bouleversant, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Lisez ce bouquin, il est pas très long, hein, il fait 206 pages, mais quelle claque, quelle baffe, incroyable. Voilà, j'en ai terminé de mes lectures, donc je vous en ai présenté 5. Du bon, du un peu moins bon, mais des lectures qui m'ont plu, qui m'ont globalement plu en partie. Je vous laisse retrouver mes avis plus détaillés sur le blog, donc sur carolivre.wordpress.com. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt. Ciao!